Bonjour. On arrive comme ça, voilà, un cheveu sur la soupe. On est désolé, excusez-nous, on a quelques petits soucis techniques. Écoutez, bonjour à tous, bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Vous êtes sur Radio Puisalène. Eh bien, vous êtes aussi dans le petit jardin de Puisalène qui commence avec un petit peu de retard. D'habitude, c'est 14h où on débute. Et d'habitude, c'est pas ma voix que vous entendez, c'est celle d'Edwige. Mais, je vais tout vous expliquer puisque vous êtes donc dans le petit jardin de Puisalène. Edwige, eh bien, elle se dort la pilule en Espagne avec une partie de l'équipe de Puisalène. Donc, eh bien, elle m'a proposé d'animer le petit jardin aujourd'hui avec les jardins sans mêle pour me faire la main. Puisque moi qui suis une fervente future jardinière, je sais pas si ça se dit ça. En tout cas, j'adore le jardin, j'adore le bio, j'ai envie de m'investir dedans et voilà, elle m'a dit c'est l'occasion que tu apprennes puisque tu n'es pas très douée. Donc c'est Gladys et moi-même qui durant ces 2 prochaines heures va jardiner avec vous et j'accueille Pascal des Jardins sans mêle en ce mardi 10 février. Bonjour Pascal. Bonjour et bonjour à tous les auditeurs que je retrouve avec un grand bonheur. Eh bien, on va commencer par expliquer un petit peu ce qu'est le réseau des Jardins sans mêle. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est l'occasion. Tu viens une fois par mois à peu près. Oui. C'est la 2e fois que tu viens. La 3e déjà. Pardon. C'est la 3e fois que tu viens et donc tu donnes plein d'infos concernant le jardin, le jardin. Voilà. Voilà, donc en fait le réseau Les Jardins sans mêle, c'est né de l'idée de protéger nos ressources en eau. Et pour ça, c'est justement se passer des produits de synthèse, des produits phytosanitaires de synthèse. Et c'est donc un projet qui est porté par le CPIE. Voilà. Alors c'est Laure, j'avoue, c'est Laure qui nous fait la technique. Donc malheureusement le CD est parti avant. Mais c'est agréable de parler en musique. Oui, mais faut qu'on nous entende. Donc oui, ce projet du réseau Les Jardins sans mêle est né de l'initiative des centres permanents d'initiative pour l'environnement. Oui. Il y a 3 centres permanents d'initiative pour l'environnement en Picardie et l'agence de l'eau Seine-Normandie qui justement est un des garants de la qualité de l'eau que nous avons au robinet a été très intéressé par ce projet, de même que le conseil régional de Picardie et les conseils généraux. Et donc, grâce à ce projet, eh bien, on organise des soirées, des ateliers pratiques dans des jardins pour initier aussi bien des débutants comme toi que conforter les jardiniers dans leurs astuces, dans leurs petits trucs, et aussi pour échanger justement, parce qu'il y a certainement beaucoup de personnes qui ont expérimenté des choses, qui ont vu que ça marche ou ça marche pas. Et d'ailleurs, si aujourd'hui des auditeurs veulent nous appeler pour nous faire part aussi de leur propre expérience, ça serait très enrichissant pour nous. Ah oui, carrément. Là, on est un plateau tournant on s'échange des infos. Là, moi, je suis d'accord parce que je suis désolée, j'ai aucune info pour l'instant à vous filer, puisque je suis toute nouvelle dans le jardinage. J'ai quand même on va dire des supports théoriques, mais moi, j'ai pas testé. Donc là, c'est clair que je cherche les auditeurs et auditrices qui, eux, ont déjà testé un petit peu les produits, on peut dire bio. Oui, voilà, les produits bio qui vont respecter le sol, le sous-sol, pour respecter l'eau, puisque l'eau c'est quand même un élément très important pour l'homme, et puis pour la nature, pour les animaux, les végétaux. Donc oui, c'est très important. Ça fait partie des choses à préserver dans le développement durable. Donc on est tous attirés par ça. Ça c'est clair. Surtout qu'il faut avoir conscience que justement quand on met un produit dans le sol, on peut le retrouver 30, 40, 50 ans plus tard dans nos ressources. Il y a des produits, des molécules qui malheureusement ne se détruisent pas. Donc c'est à ça qu'il faut penser. Et quand on évite aussi ces produits, on maintient la vie dans le sol, puisque le sol est très riche en bactéries, en insectes, en larves d'insectes, les vers de terre bien sûr, des animaux encore beaucoup plus petits qu'on ne voit pas forcément à l'œil nu, mais qui travaillent pour nous.
Donc laissez-les. Oh là, j'ai du mal parfois. Mais on a compris l'idée. Laissons-les faire le travail. Après tout, plus ils font le travail. Ce sont nos auxiliaires. Il y a les auxiliaires plus gros, les oiseaux, les mésanges par exemple, mais il y a tous ces auxiliaires qui sont également dans la terre. Et si on ne traite pas, eh bien, on les maintient en vie. Parce que malheureusement, les produits de traitement ne sont pas forcément sélectifs et ils vont tuer aussi tous nos amis qui vivent dans la terre. Alors, ça concerne principalement les particuliers, je dirais, parce que les entreprises, bon, c'est sûr qu'elles polluent, mais au final, on est quand même plus nombreux particuliers rassemblés que les entreprises, elles, d'un autre côté. Les entreprises font des choses. Faut pas non plus croire qu'elles ne font rien. Au contraire, elles ont des stratégies bien développées. Elles ont même un budget qui est dédié à ça pour respecter l'environnement, pour pas mettre leurs déchets dans la nature. Par contre, le particulier est plus difficile à comment dire. Il est plus difficile à réguler et on peut compter que sur sa bonne volonté. Et on est obligé donc du coup d'informer, de faire beaucoup d'informations. Un problème aussi par rapport à l'utilisation de ces produits, c'est que lorsqu'on les utilise de manière professionnelle, on est obligé de passer des certificats où on est sensibilisé justement à la dangerosité des produits, au recyclage des emballages. Mais quand on est particulier, on n'est pas formé sur les dosages. Et puis parfois, on s'imagine que plus on en met, mieux ce sera. Plus ce sera efficace, alors que c'est plus dangereux. Ouais. Et puis, il faut penser aussi que justement, tous les emballages de ces produits-là contiennent encore des résidus et qu'il ne faut pas non plus les utiliser, les mettre n'importe où. Il faut surtout pas, par exemple, les utiliser pour stocker de l'eau qu'on va utiliser après, parce que la molécule sera toujours présente. Donc il y a les déchetteries pour ça. Oui. Alors, on est en février et le calendrier est déjà bien entamé. Tu peux me rappeler un petit peu les choses qui ont été faites par rapport au planning que vous avez créé du réseau des jardins sans mêle sur le territoire de Picardie? Vous avez déjà une vingtaine de dates de réaliser? Oh, plus que ça. Sur la Picardie, là, on a justement fait un petit bilan à la fin janvier. On est déjà à 52 soirées qui ont été réalisées et puis un premier atelier, puisque là, on commence justement à proposer les ateliers où on est vraiment en situation pratique dans un jardin de particulier ou un jardin communal. Il y en a eu samedi dernier. Ce samedi, le 14 février, il y en a à Béthisy-Saint-Pierre et à Verberie. Donc c'est peut-être un petit peu loin pour les auditeurs, quoique non du tout. Voilà, tout à fait. Ceux qui nous écoutent et qui sont dans ces environs-là seront ravis de savoir qu'il y a le réseau des jardins sans mêle là-bas. Rappelle-moi où. Donc samedi matin à Béthisy-Saint-Pierre sur le thème de l'accueil de la biodiversité dans son jardin. Donc c'est accueillir nos auxiliaires, nos aides qui travaillent pour nous et qu'on peut regarder tranquillement. Et l'après-midi à Verberie, ce sera sur comment nourrir, enrichir, protéger sa terre. Donc c'est effectivement toute cette vie qui est dans le sol, elle a besoin aussi qu'on lui donne à manger et toute la matière organique qu'on va apporter dans le sol va être transformée pour à son tour donner à manger aux plantes. Et c'est ce qu'il faut faire, on va vous montrer comment pouvoir justement nourrir correctement et protéger, par exemple avec du paillage, puisque la terre a besoin d'être protégée des variations de température, que ce soit en hiver ou en été, les variations de froid, les variations de chaleur, et puis le paillage permet aussi de maintenir l'humidité du sol. Ok, alors avant d'arriver dans le sujet plein du jardinage, je voudrais quand même préciser l'URCPIE de Picardie qui fait partie... Alors, UR, c'est Union régionale. Nos 3 CPIE en Picardie... Oui, dis-moi en plus un peu sur ça. Ces 3 CPIE, donc nous sommes des associations. Association Loi 1901, qui existons pour certains depuis plus de 40 ans, et donc avec une forte expérience de terrain. Et nous avons décidé de nous unir dans cette union justement pour être plus forts par rapport à nos programmes, par rapport à nos interlocuteurs qui peuvent financer nos projets, pour montrer effectivement que quand nous mettons un projet sur le terrain, eh bien, il y a une répercussion importante. Là, par exemple, avec les jardins sans mêle, depuis octobre jusqu'à fin janvier, c'est 788 personnes qui sont venues assister à nos soirées, nos ateliers. Et puis, malheureusement, je n'ai pas pu compter aussi les auditeurs, par exemple, de Puisalène, qui ont aussi bénéficié de ces conseils. Donc,
si on est intéressé pour aller un peu plus loin, pour aller dans les jardins sans mêle, on est un organisme qui voulons, ou une communauté de communes, une mairie qui veut mettre en place une communication sur l'environnement pour ses habitants, on fait appel à toi ? Oui, alors là, pour le programme de cette année, par exemple, on travaille justement avec des communautés de communes ou des syndicats qui gèrent l'eau, les SAGE, et on a comme ça des référents territoriaux qui après vont voir les différentes communes pour voir si elles sont prêtes à accueillir des soirées, des ateliers, où on pourrait venir justement faire un atelier, soit chez un particulier ou alors sur un terrain communal. Et sinon, on a aussi d'autres programmes qui sont justement plus à destination là des techniciens, des élus, des collectivités, par rapport à l'entretien des espaces verts, des cimetières, des terrains de foot, par exemple. Donc on décline vraiment des programmes pour tout type de public, également pour les agriculteurs sous forme de classes d'eau, pour sensibiliser vraiment la majorité de la population en Picardie à cette importance de voir comment maîtriser, gérer, voir se passer des phytosanitaires de synthèse. Les jardins, le réseau des jardins sans mêle, c'est une information très importante pour tout le monde, particulier, professionnel, communauté de communes, mairie. Vous avez ça dans l'oreille. Bien moi, je vous conseille d'aller commencer à broder dessus, c'est-à-dire aller voir votre mairie, parlez-en un peu, donnez l'information. Allez, ça serait bien qu'on appelle les jardins sans mêle pour mettre ça en place. C'est important. Vous êtes intéressé pour avoir des infos, n'hésitez pas à contacter le réseau des jardins sans mêle, Pascal. Oui. Voilà. Alors justement, comme nous sommes en union régionale, on a mis en place un numéro de téléphone unique. C'est pratique. Oui. Quel que soit l'endroit où vous soyez, vous appelez le 03 23 80 03 02. 03 23 80 03 02. La personne qui vous recevra sera à même de vous diriger vers l'endroit qui sera le plus adéquat suivant votre situation géographique. Sur Internet aussi, on peut vous joindre ? Oui, alors vous pouvez sur l'Oise tout simplement taper CPIE 60 et puis vous trouverez nos activités. Voilà, alors je parlais de calendrier. Sachez qu'il y a des calendriers qui ont été mis en place et on en a certains à vous faire gagner, ceux qui sont intéressés, qui sont dans le jardinage. Il y a plein de petits conseils il y a plein de petits conseils qui sont notés. C'est un calendrier spécial pour les jardiniers. Moi, je vais vous donner quelques infos concernant le mois de février puisque on est dessus. Mois de février, qu'est-ce qu'il faut faire d'après toi ? Laure, tu peux nous parler ? Non. Ah, tu sais pas, t'as pas un petit jardin ? Bah si, j'ai un petit jardin, mais... Tu sais pas quoi faire au mois de février ? Au mois de février, je ne sais pas. Eh ouais. Eh ben, n'empêche qu'au mois de février, on peut déjà planifier son jardin. Et ça, c'est important. Qu'est-ce qu'on fait ? On sème sous abri des radis, des carottes, des tomates, des laitues, des meufliers, des pétunias et des sauges. C'est ce qui est marqué sur le calendrier, hein. Je plante ail de printemps et oignons. Donc déjà, on se dit, oulala, on peut déjà commencer à faire ça sous semis. Alors, on peut effectivement faire des semis sous abri. L'ail et l'oignon peuvent être mis directement en pleine terre. Bien évidemment, c'est quand ils ne gèlent pas. Donc, moi, je dirais qu'il est important de ne pas se précipiter, puisque j'en ai déjà fait l'expérience. Attendre un petit peu pour planter, pour semer. De toute façon, lorsque les conditions sont favorables, la végétation reprend très rapidement et vous regagnez tout ce temps qui aurait été soi-disant perdu et vous évitez aussi que vos semis ne gèlent. Bon, si c'est sous abri, ils sont protégés, ça va, mais par exemple, ail, oignon, bon, si vous avez envie de tester, hein, vous pouvez tout à fait le faire. Mais c'est vrai que même jusqu'au mois de mars, on ne sait pas trop ce que nous réserve la météo. Et meuflier. Oui, donc là, les fleurs, effectivement, vous pouvez déjà commencer vos semis de fleurs. Les fleurs, bien sûr, sont très importantes au jardin, pas uniquement pour faire des bouquets, mais aussi pour attirer les insectes, pour les nourrir. Ces insectes qui sont bien sûr importants aussi, après, pour aller polliniser, par exemple, pas de tomates sans insectes pollinisateurs. Sans abeilles. Sans abeilles. Pétunia, donc c'est pareil. Alors elles ont une fonction de beauté, mais en même temps elles ont une autre fonction dans le jardin. Le pétunia, le muflier, le sauge. Bon, le sauge, on s'en sert dans les plats. Alors la sauge, il y a différentes variétés. Il y en a qui sont plus fleurs, d'autres effectivement qui vont être utilisées en tant que plante aromatique. Là, on a plein de variétés différentes.
Après, si on met des capucines, bon là on peut encore attendre, mais la capucine, ça va être aussi un témoin par rapport aux pucerons. Parce que les pucerons sont très friands de la capucine, donc ça peut être un moyen déjà d'attirer les pucerons sur ces capucines pour éviter qu'ils n'aillent justement se nourrir sur d'autres plantes. Et si vous avez déjà des pucerons qui arrivent là, les coccinelles vont savoir qui y a à manger dans le coin, elles vont arriver et elles vont se mettre à consommer les pucerons. Parce que il faut bien toujours savoir que quand on veut des auxiliaires qui vont nous aider, que ce soit des coccinelles, que ce soit des mésanges, le seul moyen que ces auxiliaires viennent, c'est qu'ils aient à manger. Oui. Donc si on ne permet pas justement que ces quelques ravageurs commencent à s'installer, qu'il y ait des chenilles, qu'il y ait des pucerons dans le jardin, nos auxiliaires ne viendront jamais. Tout à fait. Donc, mois de février, mine de rien, on commence à planifier en tout cas son jardin. Qu'est-ce que je veux planter dans l'année et comment je vais m'organiser. Donc, je quantifie mes voisins, je quantifie mes besoins, pardon. Que vais-je cultiver cette année? Donc voilà, j'organise mes semis et mes plantations dans le temps en pensant à mes rotations. Donc là, je me dis mes rotations de quoi? Mes rotations. Alors, la rotation des cultures, c'est quelque chose de très important, notamment pour lutter justement contre les maladies. C'est déjà un moyen naturel d'éviter les maladies. Parce que toutes les plantes d'une même famille auront tendance à être sensibles aux mêmes maladies. Donc là, dans la rotation, ce qui va être important justement, c'est sur un même espace, varier les cultures et surtout varier les familles. C'est-à-dire qu'on ne va pas planter d'une année sur l'autre du radis et du chou au même endroit. Parce que c'est la même famille de plantes. Par contre, on pourra mettre du radis et de la pomme de terre, par exemple. Donc ça, c'est un premier principe de la rotation, mais c'est pas tout. La rotation, c'est aussi prendre en compte ce dont les plantes ont besoin. Parce que toutes les plantes ne sont pas gourmandes en même chose. Il y a certaines personnes qui aiment le chocolat, d'autres qui vont préférer le saucisson. Il y a des plantes qui vont être très gourmandes en certains minéraux, d'autres moins. Donc, par exemple, la laitue, tout ce qui va être légumes verts a besoin de beaucoup d'azote. Donc, si on vient de mettre un engrais riche en azote, on va pouvoir cultiver la laitue. L'année suivante, on pourra cultiver une plante qui sera un peu moins gourmande, voire une plante qui va apporter de l'azote dans le sol, comme le pois, comme le haricot, par exemple. Autre point dans les rotations, c'est aussi savoir connaître la plante dans sa totalité et notamment connaître son système racinaire. Parce que vous avez des plantes dont les racines restent à fleur de sol presque. Donc évasées. Voilà, peuvent s'étaler mais vont un peu en profondeur. Ou d'autres plantes par contre dont les racines vont être des pivots et vont aller très profondément dans le sol. Comme la carotte. La carotte, par exemple. Le blé, je pense pas que dans les jardins on en cultive tellement, mais la racine du blé peut descendre à plus d'1 mètre dans le sol. D'accord. Et ça veut dire que si on a une plante qui a une racine qui descend, elle va aller puiser en profondeur dans le sol. Si on a au contraire une plante qui a une racine qui reste traçante, à fleur de sol, elle va se nourrir uniquement en superficie du sol. Donc là également, on ne va pas puiser aux mêmes endroits. Donc dans la rotation, il faut penser à ces plantes qui une année vont avoir des racines plus traçantes, qui vont peu en profondeur, et l'autre année qui vont plus en profondeur, on ne va pas épuiser le sol puisqu'on va aller chercher à manger à différents étages dans la terre. Voilà un peu de différents exemples à quoi peuvent servir la rotation. Alors, en théorie, c'est bien gentil de vous parler comme ça, mais c'est pas évident parce que déjà, est-ce que je vais forcément aimer la plante qui serait intéressante à planter? Parce que c'est vrai que autant cultiver quand même des choses que l'on va consommer. Oui, mais bon, avec l'ère actuelle où on fait plutôt des échanges, du troc, de l'autopartage, du partage, des choses comme ça, ça peut, en fin de compte, on peut essayer de trouver celui qui va le manger en échange d'autres choses. C'est pour ça que j'ai aimé le lapsus tout à l'heure, quantifier ses voisins, parce qu'effectivement, c'est aussi une bonne idée pour le jardinage. Ah ben je le savais. S'entendre avec ses voisins pour pourquoi pas justement faire une rotation sur une plus grande échelle et puis dire tiens, moi cette année je cultive ça, si toi tu pouvais cultiver ça, puis on va échanger nos productions. Bah oui, carrément, c'est une bonne idée. Hein. En plus, on mange les produits locaux. Il n'y a pas plus près que son jardin. Voilà, et c'est vrai que des manifestations de locavores, on commence à en voir de plus en plus. Et ça aussi, c'est important parce que ça veut dire des produits qui voyagent moins, donc moins de carburant utilisé. Et ça, c'est aussi un impact important sur l'environnement. Oui, dans le développement durable, ça fait partie des choses qu'on doit faire attention. Donc, pour un jardin qui n'a jamais connu un légume ou voilà, il n'y a pas besoin on peut le faire au hasard.
On peut planter au hasard. Quand on crée son jardin. En fait. Oui, en fin de compte, voilà le début. J'ai pas de rotation. L'année dernière, il y avait rien. Je commence par, j'y vais au hasard, j'y vais au feeling. Je dirais là effectivement, on peut tester un peu tout et même justement des plantes gourmandes puisqu'on a un sol qui était reposé. Donc pourquoi pas de la courgette par exemple, sachant qu'on peut quand même apporter un peu de fumure parce que ce sont vraiment tout ce qui est courge, courgette, potiron, des plantes qui sont très gourmandes qui à la limite même poussent directement sur un tas de fumier. Oui, et ces plantes elles ont des racines très évasives. Oui, c'est un système racinaire qui se développe beaucoup. Oui. D'accord. Alors, ce qui peut être intéressant après, ce qui peut être intéressant justement aussi avec tout ce qui va être courge, potiron, c'est qu'il y a aussi un feuillage important qui va vous aider à désherber, puisqu'il va faire aussi couvre-sol en même temps. Ah oui. Donc quand on commence un jardin, ça peut nous aider aussi. Ah oui, c'est mieux parce que c'est vrai qu'il peut y avoir une grande quantité de graines en dormance dans le sol qui peuvent se réveiller. Et puis le fait aussi de mettre le sol à nu quand on défriche, eh bien les graines peuvent facilement tomber au sol. Donc si vous avez un large feuillage qui couvre, eh bien ça vous facilite une partie du travail. Et ce grand feuillage préserve aussi l'eau. Va du jardin. Un peu protéger pour éviter que votre sol ne se dessèche trop vite. Mais c'est vrai que la première année, je dirais même les 2 premières années, vous allez être étonné des rendements parce que le sol était protégé. Mais attention, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Oui, c'est ça, il faut préparer aussi l'après. On ne peut pas tout manger d'un coup. Il faut penser que, puisque là on se met à cultiver et qu'on exporte les légumes, on exporte une partie de la nourriture, de la matière qui était dans le sol. Donc, il faut lui redonner à manger à ce sol. Il ne faut pas simplement se dire « moi, je n'ai rien à faire, mon jardin produit. » J'ai juste à jeter les graines. Mais seulement dans 3 ans. Ah, dans 3 mois. Et dans 3 ans, mince, mon jardin, il donne plus rien. Comment ça se fait ? Oui, je l'ai pas nourri, c'est normal. Ah oui. Alors, comment on le nourrit ? Donc, du coup, alors, on reviendra sur comment on nourrit son jardin. On part d'un jardin tout neuf, tout beau, tout neuf. Là, on plante des choses. La première année, j'ai testé 2 méthodes, mais j'ai pas été satisfaite de la deuxième méthode. La première méthode, c'était bêcher. Et je le sais, puisque moi, je suis une fervente admiratrice de Claude Bourguignon, qui lui prône justement les méthodes, on va dire plutôt de l'huile de coude, et puis des méthodes. Alors, c'est un peu nouveau. Vous rentrez complètement dans le cadre. Les jardins sans mêle, c'est complètement dans le cadre. C'est-à-dire qu'on va utiliser l'intelligence, des connaissances en agronomie et qu'on va éviter d'utiliser, ça c'est clair, on n'utilise plus les produits chimiques, mais par contre en remplacement on essaie d'utiliser les animaux, les végétaux, les insectes et puis le moins possible de l'huile de coude, et tout ça pour faire un jardin beau et puis qui rentre complètement dans un équilibre de développement durable. Et donc monsieur Claude Bourguignon, il y a maintenant une petite dizaine d'années, il disait déjà il ne faut pas bêcher, ça sert à rien au-delà de 10 cm, on tue tout, au contraire on tue toute les petits insectes qui sont de 0 à 6 cm et qui sont très importants pour le jardin. Oui. Alors c'est vrai que ça peut paraître tout bête, mais on redécouvre que le jardin est vivant et que la nature est là pour nous aider aussi. Alors effectivement, quand on commence un jardin, dans certains cas, ça peut être nécessaire de bêcher lorsqu'il y a par exemple des ronces pour enlever les racines, des ronces, des orties, se débarrasser une bonne fois pour toutes. Moi, j'avais des herbes. Et alors, les herbes étaient très ancrées et j'avais 5 cm de racines. Voilà, lorsque c'est qu'une pelouse, effectivement, ça va pas être forcément nécessaire. Mais je veux dire, quand on commence, ne pas hésiter quand même la première année à bien désherber une bonne fois pour toutes pour se faciliter le travail et qu'après ça aille. Mais c'est vrai que si on va bêcher, retourner la terre très profondément, en fait, on bouleverse complètement l'équilibre du sol et on devra attendre 2-3 mois pour que cet équilibre se refasse. Donc, on va perdre du temps pendant 2-3 mois. Là, la terre ne va pas être idéale pour accueillir les racines des plantes. Puisqu'effectivement, vous avez des animaux, des êtres vivants qui vivent dans les premières couches du sol, qui ont besoin d'air, qui ont besoin d'oxygène. Si vous les enfouissez, il n'y a plus assez d'oxygène libre et ces animaux ne peuvent plus vivre. Et puis par contre, vous faites remonter d'autres animaux qui, eux, sont adaptés à des milieux plus pauvres en oxygène, qui là vont être shootés d'oxygène, ne vont pas résister, ne vont pas pouvoir vivre non plus. Alors, puis notamment, je dirais qu'effectivement, aller bêcher profondément, c'est un peu dommage aussi, parce que, par exemple, on parle, quand on est jardinier, attention, est-ce que tu as été vacciné contre le tétanos ? La bactérie qui provoque le tétanos est une bactérie, justement,
qui est faite pour vivre dans des conditions très pauvres en oxygène. Ça veut dire qu'elle vit en profondeur dans le sol. Donc si vous vous amusez à aller chercher la terre trop profondément, vous faites remonter cette bactérie qui peut être responsable du tétanos. Donc pourquoi aller la chercher? Laissons-la dans le fond et ne travaillons effectivement qu'en superficie. Bon, t'as vu Pascal, j'ai plein de questions au final qui débordent de ma tête. On reste sur le calendrier, on est au mois de février 2015. Le calendrier, c'est Je planifie mon jardin. C'est un calendrier qui est en jeu, mes chers auditeurs, auditrices. Et il n'y a pas que ça, puisqu'on va vous mettre un t-shirt Radio Puisalène avec, on va lancer le jeu après la chanson. On reviendra sur, je sais plus ce qu'on devait revenir dessus, mais c'est pas grave, ça va me revenir. On balance la chanson, comme ça va nous faire une petite pause. Et puis, on revient derrière pour continuer à parler du jardin du mois de février. On est le 10, bientôt, on sera le 14. De retour sur l'antenne de Radio Puisalène avec le petit jardin de Puisalène avec Gladys et les jardins sans mêle avec Pascal. Plein de choses à dire sur le jardinage en ce début d'année, puisque au mois de février, mine de rien, on peut commencer à préparer son petit jardin. Il y a des calendriers pour vous aider, vous, nouveaux jardiniers, nouvelles jardinières. Je vérifierai si c'est correct ou pas, je vous promets. En tout cas, nouveau jardinier, on va rester là-dessus. Il y a des calendriers qui peuvent vous aider, vous aiguiller. C'est les calendriers du jardin sans mêle. On en a un stock à la radio et on va les faire gagner à l'antenne. Alors, le petit jeu, c'est vrai que la musique était un petit peu courte, donc on n'a pas vraiment réfléchi à la question. Mais on va en trouver une très facilement au niveau, bien sûr, du thème du jardinage. Alors, il y a le calendrier et le t-shirt de Radio Puisalène à gagner. Voilà. Tu as une question maintenant ? Oui, alors donc comme ça, dès qu'il y aura un petit brin de soleil, vous pourrez mettre votre t-shirt pour jardiner. Alors, on a parlé tout à l'heure de ce qu'on peut déjà semer, voire planter. Oui. Donc si les auditeurs pouvaient nous dire 2 plantes qu'on peut semer sous abri aujourd'hui, et puis 2 plantes qu'on peut mettre en pleine terre aussi d'aujourd'hui. Ok. Alors le premier qui appelle et puis qui nous trouve ça, eh bien il remporte le calendrier des jardins sans mêle avec le t-shirt. Attention, c'est parti. Le standard il est ouvert. Il est au 03 44 75 30 00. N'hésitez pas à vous arrêter si vous êtes en voiture pour répondre à ce petit jeu très simple, mais qui vous permet d'avoir un calendrier particulier qui vous aide à jardiner. C'est un très très beau calendrier. Il vous donne toutes les astuces pour chaque mois pour bien mener son jardin, un jardin qui est dans le respect de l'environnement, un jardin qui est pour nos générations futures. On prend toutes les informations de nos ancêtres, on retire tout ce qui en fin de compte ne nous aide pas et on en fait quelque chose de mieux, et tout ça c'est mis dans le calendrier. Voilà, moi je suis claire. Ok, alors on continue Pascal. Oui, alors puisqu'on parlait des semis en ce moment, c'est aussi justement l'occasion de vérifier le stock de graines qu'on pourrait avoir conservé. Oui. Il faut savoir que en moyenne des graines peuvent se conserver 3 ans. Les graines rondes se conservent d'ailleurs plus longtemps que les graines longues. Mais ça peut être bon, avant d'aller semer dans le jardin ou semer sous abri, de vérifier son taux de germination. Alors pour ça, comment on fait ? Il y a un petit truc tout bête. On va prendre du papier essuie-tout qu'on va humidifier et on va étaler quelques graines dessus. Et puis on va regarder justement ce qui germe, on va compter, on peut mettre une dizaine de graines par exemple, et puis s'amuser à faire un peu comme un pourcentage. Et si la majorité des graines germent, on sait qu'on pourra faire un semis relativement espacé. Par contre, s'il y a très peu de graines qui germent, on sait qu'on va pouvoir faire un semis plus dense, puisqu'il y aura moins de levée. Cette expérience, on l'a fait à température ambiante ? Oui, c'est ça, oui, vous le faites dans la maison. Ouais. Dans la cuisine, ok. Voilà. C'est parce que là, autant que la germination se fasse vite, c'est simplement pour vérifier justement si j'ai, 40, 50, 60, 80% de mes graines qui sont encore bonnes, qui germent encore. Et ça me donnera une idée sur comment je vais semer après. Combien de temps il faut attendre pour qu'une graine germe ? Alors ça dépend des variétés, et puis des températures, de l'eau. Ce qu'il faut, c'est vérifier effectivement que ça soit bien hydraté, parce que une graine, en fait, avant de pouvoir commencer son processus de germination, elle a besoin de se réhydrater. Okay. Il faut bien savoir que dans la graine, l'embryon de la plante, il est déjà présent.
Si vous avez déjà eu la curiosité d'ouvrir un haricot, on voit très bien les 2 premières feuilles du haricot dans la graine du haricot. Oui, d'accord. On voit le début même de ce qui va donner la racine, les feuilles. Oui, c'est vrai. Faut regarder dans un haricot parce que c'est très gros, c'est facile à observer. Dans un radis, je vous mets le défi de bien le voir. Donc, la plante est là, elle est en attente. Et dans la plante, il y a une réserve de nourriture, parce qu'au départ, la plante n'est pas capable d'aller se nourrir dans le sol. Elle a ses propres réserves dans la graine, sous forme d'amidon. Et en fait, il y a des enzymes qui, par l'action de l'humidité, de la chaleur, vont s'activer, vont permettre de transformer cet amidon en sucre simple qui va donner à manger la plante. Et la plante va pouvoir entamer son processus de germination. Donc de la chaleur et de l'eau. Voilà. Ok. De l'eau du robinet, hein. Oh oui, de l'eau. Sur le papier essuie-tout, vous imprégnez un petit peu votre papier essuie-tout. Ouais, ou dans du coton si vous voulez, mais sur un papier essuie-tout, ça sera plus simple. Voilà, vous étalez vos graines facilement dessus. Alors voilà, une première chose. J'ai mon stock de graines, je regarde ce qui est encore bon, ce qui j'aime bien. Et puis, c'est le moment aussi de passer ses commandes, d'acheter ses graines, de passer les commandes. Alors c'est pareil, je vous disais, les graines se conservent environ 3 ans. J'ai vu dans certains endroits, comme en ce moment c'est les soldes, on fait aussi des soldes sur les paquets de graines. Regardez quand même les dates sur les paquets de graines. Ah oui, c'est important, il faut pas avoir de mauvaises surprises. Et oui, il faut pas que ce soit plus de 3 ans. Faut éviter, quoi. Ou à moins que vous ayez une super remise et que ça coûte vraiment pas cher et que l'expérience en vaille le coup. Oui, d'accord. Alors, tu aurais quelques adresses pour se fournir en graines ? C'est difficile de donner comme ça, mais même sur le net, vous pouvez chercher. Il y a des catalogues même de graines bio. Oui. Donc l'intérêt, c'est que. C'est quoi la différence ? Attends, je t'arrête. C'est quoi la différence entre une graine bio et une graine qui n'est pas bio ? L'intérêt, c'est que généralement, on a des plantes qui sont déjà plus résistantes, puisque justement, elles auront été cultivées sans trop de produits pour les protéger. Donc, il aura fallu qu'elles stimulent leur propre défense. Puisque comme nous, les plantes sont capables de se protéger. Comme nous, elles sont attaquées par des virus, par des bactéries. Si on les coucoune trop, elles savent moins se défendre d'elles-mêmes. Donc, si on utilise des plantes dont les parents, des graines dont les parents avaient déjà l'habitude de se protéger davantage, ces plantes-là seront aussi plus propices, lorsqu'elles vont germer chez nous, à se protéger d'elles-mêmes. D'accord. Donc là, mois de février, c'est le moment de réfléchir sur ce que l'on veut semer, et surtout passer commande sur. Et puis, toujours aller voir ses voisins, parce qu'on a peut-être un voisin qui a aussi une réserve de graines. De toute façon, il en a trop, il va pas utiliser tout ça cette année. Puisqu'on sait que ça se garde environ 3 ans, c'est pas la peine de garder ses graines 5 ans. Donc autant les échanger. Et puis comme ça, chacun va pouvoir cultiver différentes variétés. Essayer aussi ces variétés. Tiens, est-ce qu'elles sont adaptées chez moi? Et ça permet justement aussi en même temps de conserver ces vieilles variétés. Si on a un voisin qui a quelques vieilles variétés qui ne va pas pouvoir tout semer, autant que les voisins à côté en profitent. De toute façon, récupérer les nouvelles graines qui vont arriver pour toujours garder la source. Parce que c'est vrai que des fois des programmes de conservation de semences où ça se fait au froid, où là effectivement on va pouvoir conserver ces semences même pendant des années. Mais il faut savoir aussi qu'une plante, elle subit les pressions de son environnement, et il y a une partie de son patrimoine génétique qui va pouvoir plus ou moins s'exprimer justement suivant les pressions de l'environnement. Et quand on a des semences qui sont conservées pendant des dizaines d'années au froid, cette pression de l'environnement n'est pas exercée. À la limite, le jour où on va ressemer ces graines, elles ne vont plus être forcément adaptées à quelques modifications de leur environnement. Mais c'est un peu comme l'insémination artificielle au final. Il y a un taux d'échec assez important dû au fait de la conservation. Oui, il peut y avoir déjà la conservation qui est faite dans des conditions plus ou moins bonnes, mais c'est aussi que on entend parler de réchauffement climatique, les conditions du sol peuvent aussi un petit peu changer. Changer, bien sûr. Donc, il est important de bien semer régulièrement les plantes, de récolter ces graines, parce que même nous également, dans notre patrimoine génétique, on a toute une partie de choses qui ne sont pas exprimées, qui ne sont pas utilisées, mais qui, par la pression de l'environnement, de génération en génération, peuvent le faire, effectivement. Et tant que c'est pas stimulé, ça ne s'exprimera pas. D'accord. Donc c'est important, mine de rien, de toujours mettre chaque année les plantes en terre pour qu'elles-mêmes puissent s'adapter aux changements environnementaux qui risquent d'être assez importants, puisqu'on parle de changement climatique. Donc on sait que sur les 100 prochaines années,
au moins, on doit être vigilant sur les modifications environnementales qui peuvent être assez rapides. Oui, parce que on a effectivement, on peut avoir des températures plus douces, plus ou moins de pluviométrie aussi. Donc il faut que les plantes soient capables de s'adapter à ça. Oui. De même, il y a aussi des nouveaux ravageurs qui apparaissent. Alors ça peut être des insectes qui vivaient déjà en France, mais qui par un adoucissement du climat remontent petit à petit vers le nord, et ça on le constate. Et puis aussi avec les transports importants de marchandises, on a aussi des ravageurs qui n'existaient pas sur notre territoire qui arrivent. Et donc il est important que ces plantes soient confrontées à toutes ces modifications. Est-ce que tu as des infos sur les ravageurs qui viennent nouvellement chez nous ? Non, comme ça, j'aurais pas spécialement de choses. Non, j'aurais pas de choses. Bon, alors il va falloir. D'accord. Il peut y avoir quelques maladies qui commencent, qui pour l'instant, j'ai entendu parler de ravageurs qui pour l'instant sont beaucoup développés en Grèce, mais qui commencent à venir chez nous qu'on ne connaissait pas. Par exemple, je connais un maraîcher bio qui parle c'est de la mineuse du poireau. Qu'on ne voyait pratiquement pas, et il y a une dizaine d'années simplement que ça se développe chez nous, et avant on ne la connaissait pas. Bon là il y a des moyens tout bêtes pour lutter contre. C'est que déjà on sait qu'il y a essentiellement 2 vols dans l'année où il va y avoir une reproduction, une ponte, c'est au printemps et puis en juillet-août. Donc par exemple un simple voile qui protège les poireaux sur ces périodes-là va être suffisant. Après, cette mineuse du poireau, après l'hiver, là, les traces n'apparaissent même plus dans le poireau. Des poireaux qu'on va récolter là maintenant, surtout, on n'en verra plus la trace. Donc voilà, il n'y a pas forcément besoin de traiter. On sait qu'il faut se protéger au moment des vols. Et tout simplement. D'accord, donc c'est déjà, c'est déjà un bon exemple. On revient au calendrier. Et puis, par rapport aux semences, je pensais aussi à un petit truc que quand on veut faire ses propres semis, ce qui peut être bien, alors pour repiquer, par exemple, c'est se préparer des godets. Et un moyen qui ne coûte rien du tout pour se préparer des godets, c'est de le faire, ces semis dans des boîtes d'œufs, des boîtes en carton. En plus, le carton est chez un collègue jardinier qui dit c'est un véritable bonbon pour les vers de terre. Ah, les vers de terre adorent le carton. Donc si vous mettez après ces godets en boîte d'œufs en pleine terre, vous savez très bien que ce carton va se dégrader, que ça va attirer les vers de terre qui vont brasser le sol. Donc voilà, mais pensez à garder quelques boîtes de côté et faire vos semis dedans. Pas bête du tout. Dernier conseil pour février ou pas ? Alors, on peut toujours faire des plantations. Oui. Notamment plantation d'arbres à racines nues, puisque si vous voulez après, plus tard dans l'année, il faudra mieux en godet où ça souffrira moins. Alors, quand vous plantez des arbres à racines nues, qu'est-ce que c'est que les arbres à racines nues ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de terre autour de la racine, tout simplement. Donne-moi un exemple, s'il te plaît. On peut voir des plantes qui sont en godet, qui sont vendues avec une motte de terre autour de la racine. Et puis il y en a d'autres, la racine n'a plus de terre autour. Ah oui, et là, je vois les sapins qui sont comme ça, non ? Oui, il y a des rosiers qui sont vendus les rosiers aussi, des d'accord. fruitiers, même des arbustes pour les haies. Donc en ce moment, il est encore temps de les planter, sauf bien sûr s'il gèle. Donc toutes ces plantations, on peut les faire quand et on n'est pas encore passé au sein de glace qui arrive au mois de mars, il me semble. Mars-avril. Non, même mois de mai. C'est mois de mai. Oui, mois de mai, ouais. Donc c'est toujours assez délicat. Donc au final, c'est un petit peu au sens de chacun. Oui, bien sûr. De voir. Alors, quand on plante des racines nues, il faut penser des fois déjà à rajeunir un petit peu les racines. Il ne faut pas hésiter à tailler un petit peu pour stimuler le développement. Bien les étaler aussi, parce que si elles sont un peu en bouchon, en motte, en fait, après, le système racinaire dans le sol ne va pas bien se développer, ne va pas bien s'étaler ou ne va pas bien descendre. Il ne faut pas hésiter à laisser bien les racines s'exprimer, s'étaler. Donc des arbres fruitiers peuvent être encore plantés, des rosiers et des haies. Je pensais à la haie toujours aussi par rapport à la biodiversité. Donc ça peut être intéressant de penser à planter une haie. Certaines tailles peuvent encore être faites à cette époque. Donc sur des fruitiers comme pommiers, poiriers ou la vigne également, il est encore temps. Et puis tout ce qui peut être arbustes à fleurs mais qui fleuriront l'été. Tout ce qui est arbuste à fleurs mais qui fleurit au printemps, là surtout vous les taillez pas en ce moment parce que les bourgeons sont déjà en cours, sont déjà en place. Ah oui. Donc si vous taillez là, vous n'aurez pas de floraison. D'accord. Donc là, on est sur les tailles pour préparer l'été, pour avoir des beaux arbres magnifiques.
Pour les haies, qu'est-ce que tu pourrais nous conseiller comme arbuste? On peut mettre par exemple de la charmille. L'intérêt de la charmille, c'est d'un aspect visuel, c'est que les feuilles, même en automne, lorsqu'elles sont mortes, restent sur la charmille. Donc ça fait, bon, elles prennent une couleur marron, mais il reste quand même un petit décor. Et puis avec le vent, ça peut faire un petit peu de bruit, ça peut être sympa aussi. Après, on peut mettre de la viorne, on peut mettre de l'érable champêtre. C'est un érable qui a une petite feuille très dessinée, très jolie, et qui est vraiment bien acclimaté à notre terrain. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver encore? Pourquoi pas du prunelier, par exemple. Donc des arbustes qui vont aussi produire des baies qui vont être intéressantes pour nourrir notamment les oiseaux. Alors, je rappelle que dans une haie, c'est justement important de diversifier les essences pour plusieurs raisons. Une première raison, ça peut être déjà l'aspect esthétique. Parce que les feuillages vont se développer à différents moments au printemps. Donc, on va avoir une haie qui va évoluer au cours du printemps. Les floraisons également vont arriver à différents moments dans l'année. Les baies aussi. On aura aussi des feuillages de différentes teintes, des fleurs de différentes teintes, des baies de différentes teintes. Donc, déjà, cet aspect esthétique est intéressant. Après, d'un point de vue justement lutte contre les maladies, parce que comme on le disait tout à l'heure pour la rotation des cultures, si on utilise des variétés complètement différentes, elles ne vont pas être sensibles aux mêmes maladies. Donc si jamais on a une maladie qui arrive, qui décime certaines essences qui sont dans notre haie, on ne va pas perdre toute notre haie. On aura quelques trous dans la haie, mais on n'aura pas une haie complètement décimée. C'est ce qui arrive, par exemple, quand on a une haie de thuya, puisqu'il y a certaines maladies qui attaquent le thuya, c'est la haie complète. Ah oui, là c'est moche. Hein. Tandis qu'avec des différentes variétés, eh bien, on se prémunit de ça. Et puis donc, ça permet d'apporter différents types de nourriture pour les insectes, pour les oiseaux, différents types d'abris aussi pour les oiseaux. Et puis pareil, pour le sol, ces différents arbustes ne vont pas forcément se nourrir de la même manière et ne vont pas épuiser le sol de la même manière. Merci Pascal pour tous ces conseils. On est toujours au mois de février et puis on est le mardi 10 et on est bientôt le samedi 14. Et le samedi 14, c'est une date assez particulière puisque elle a été nommée Saint-Valentin les Saint-Valentin pour la fête des amoureux. Et là, bien mine de rien, il y a quand même un lien avec la nature que l'on peut faire. Et là, tu vas nous expliquer tout. Oui. En fait, c'est vrai que si on regarde la Saint-Valentin, c'était déjà fêté chez les Romains. Mais bien souvent, lorsqu'il y a des fêtes comme ça, c'est bien lié aux événements de la nature. Le feu de la Saint-Jean, c'est quoi? C'est le solstice d'été, par exemple. Là, qu'est-ce qui se passe cette mi-février? D'un point de vue astronomique, on est déjà dans le printemps, en fait, même si les températures ne nous en donnent pas vraiment l'idée. Mais si on regarde bien, les jours rallongent. On dit à la Chandeleur, les jours rallongent d'1 heure. Donc cet allongement de la durée du jour va faire qu'il y a déjà certaines plantes qui commencent à se réveiller. Si vous regardez, même vous avez déjà des germinations spontanées qui, moi, je vois même dans des pots de fleurs que j'ai laissé traîner. Je vois en ce moment, j'ai plein de petites germinations. Je ne sais pas encore forcément ce qu'il y a dedans, mais bon, ce sera une découverte. Mais voilà, on voit aussi que les oiseaux, en ce moment, ils commencent à être actifs. On les entend, ça gazouille pas mal. Oui. Et bien souvent, quand les oiseaux ils gazouillent, c'est pas pour rien. C'est que le mâle il cherche une compagne. Donc certains commencent déjà à penser à nidifier, à se reproduire. Chez les rapaces nocturnes, en ce moment, vous pouvez entendre quelques chouettes qui sont un petit peu excités aussi. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai que les rapaces sont parmi les premiers à se reproduire. C'est pas par hasard. Dis-nous pourquoi. Parce que, alors bon, ça va falloir faire de sensiblerie. Mais c'est vrai que le principe du rapace, c'est justement aller chercher quelques petites proies. Oui. Donc les pondes vont pouvoir commencer là bientôt, parce que au moment où les petits vont être nés, où il va falloir les nourrir, eh bien on aura déjà quelques petites proies à les récupérer. Ce sera les petits des autres. Les petits des autres éventuellement. Alors là, je vous dis, ne faisons pas de sensiblerie, mais par exemple, chez la chouette effraie, la ponte est étalée. Et donc, en fait, on voit bien les frères et sœurs qui ont des âges différents. Et si jamais il n'y a pas assez de nourriture, qu'est-ce qui va se passer dans le nid? Ils vont manger les petits frères les plus petits. Ah ouais. Et puis, par exemple, le brochet aussi. Bon, je ne sais pas s'il y a beaucoup de monde concerné par. On a beaucoup de pêcheurs. On a beaucoup de jardin. oui. Ah, pardon.
J'étais partie sur la pêche. Ah ouais, alors là, excusez-moi. C'est vrai, quand on est proche de la nature, on observe tout ça. Le brochet, par exemple, va pondre aussi dans une eau froide, là, février-mars. Pourquoi ? Parce que le petit brocheton, lui, il aura déjà atteint une taille raisonnable pour pouvoir se nourrir des alevins des autres poissons qui vont naître plus tard. Donc j'étais pas faux, on était parti dans la pêche. Non, on a plein de pêcheurs dans la région. On a l'Oise, mine de rien. Dans l'Oise, il y a des beaux spécimens. Pour les pêcheurs qui nous écoutent, je suis sûre que je dis pas de bêtises. Et puis pour les personnes qui auraient une mare dans leur jardin ou une mare dans le village, commencer à observer justement s'il n'y a pas des pontes qui apparaissent, les grenouilles, les crapauds qui vont venir pondre. Alors, comment différencier les œufs de grenouilles et les œufs de crapauds? Non, je sais pas. Mais en fait, les grenouilles vont avoir une ponte en grappe. Ça, c'est quelque chose qu'on voit facilement. Une ponte en grappe. Une grosse grappe d'œufs à la surface de l'eau. Alors que le crapaud, ça va plutôt être un chapelet, comme une bande d'œufs entourée autour des herbes. D'où l'importance aussi, est-ce que dans une mare, il y ait de la végétation pour notamment les œufs de crapaud, mais par exemple également pour les libellules. Parce que la libellule qui vit, pour certaines espèces, plusieurs années dans l'eau, lorsqu'elle va vouloir sortir pour s'envoler, eh bien elle a besoin d'herbes qui sortent de l'eau. La larve va monter le long des herbes, va se sécher au soleil avant de pouvoir prendre son envol. Donc si vous n'avez pas de végétation dans votre mare, autour de votre mare, la libellule, peut-être qu'elle aura vécu plusieurs années dans l'eau, mais elle ne pourra pas sortir correctement, se sécher et s'envoler, et donc se reproduire. Merci pour toutes ces informations. Là, on part dans les insectes, on part dans la biodiversité. Une petite question qui à mon avis, est pas anodine. Comment peut-on faire dans son chez-soi pour mettre à l'aise toute cette biodiversité autour de nous, c'est-à-dire que comment on fait pour faire plaisir aux oiseaux, pour faire plaisir aux insectes? Est-ce qu'on a vu au travers des plantes, mais est-ce qu'il n'y a pas des choses, par exemple dans nos déchets alimentaires, qui pourraient faire plaisir à ces insectes, à ces oiseaux, des choses particulières? Oui, alors effectivement, comme nous, les animaux, ils ont besoin de manger, ils ont besoin de dormir, ils ont besoin de se reproduire. Donc, il faut réunir toutes ces conditions pour les voir. Alors, oui, c'est vrai que tout simplement, même dans le tas de compost, si on regarde bien, ça peut grouiller de vie. D'ailleurs, un petit conseil par rapport au compost, parce que ça peut être gênant lorsqu'il y a des rongeurs qui viennent dedans, ça peut être de mettre un grillage sous le tas de compost pour éviter des remontées de rongeurs qui vont s'installer dedans. Mais ça peut être aussi, le tas de compost, l'abri de l'orvée. L'orvée qui va venir aussi chercher la chaleur qui se développe dans le tas de compost et qui ensuite pourra aller se balader dans le jardin pour consommer quelques prédateurs, quelques limaces par exemple. Après, effectivement, des déchets, des épluchures de fruits, des trognons de pommes, ça va pouvoir nourrir des insectes, mais aussi des oiseaux. Moi, chez moi, j'avais laissé dans mon jardin une pomme parce que j'ai un hérisson là, mais c'est vrai que tant qu'il y avait des grosses variations de température, que de temps en temps ça se radoucissait là au mois de janvier, à des moments il faisait 12 degrés et puis après il se mettait à geler, il se réveillait. Donc il avait besoin de manger. Donc je lui avais laissé à manger. Et puis là il s'était mis à refroidir et finalement il y a une pomme qui était restée intacte. Et là le hérisson il dort, il n'y a pas de souci. Mais ça fait 2 jours ou 3 même où là il avait fait plus froid. Et la pomme ça y est elle est mangée. Là les oiseaux ont repéré et ils sont venus la manger. Il reste plus rien. Le pain, est-ce que c'est intéressant de laisser du pain dur? Oui aussi. Alors il faut faire quand même attention à notre nourriture qui est salée. Et les animaux, naturellement, eux, ils consomment pas tant de sel que ça. Donc, par exemple, quand on fait aussi des boules de graisse avec des graines, il faut éviter d'utiliser de la margarine ou du saindoux qui est salé, parce que pour l'organisme des oiseaux, ça va pas forcément être ce qu'il y a de meilleur. Ok. Et toujours penser aussi, quand il gèle, à ce que les oiseaux, justement, puissent boire. Ah oui, alors comment on peut faire, tiens? Alors, quand on a une mare, avant qu'elle soit gelée, ou alors il faudrait aller casser un peu de glace. Régulièrement, oui, on casse la glace. Oui. Mais ce qui peut être bien, justement, pour pas avoir besoin de faire ça, c'est de mettre un fagot dans la mare. Ah oui. Et ça va permettre, justement, la circulation de l'air grâce au fagot. Qui va faire un peu un canal. Qui va empêcher la prise de glace de l'eau. Ça peut empêcher un peu la prise de glace, puis ça peut aussi permettre l'oxygénation dans la mare. Pensez à quand même si les animaux qui vivent dans l'eau sont un peu endormants, sont un métabolisme ralenti, ils continuent à respirer.
Donc le fagot permet cet échange d'air entre l'eau et l'air et permet que dans la mare, il y ait toujours une bonne oxygénation. Alors peut-être que je suis à côté, mais pour moi, le fagot, c'est un tas de brindilles ce que j'appelle un fagot. Est-ce que c'est la même chose qu'on parle? Oui, c'est ça. Ouais, donc c'est lui qui fait le rôle d'oxygénateur. Il aide à ce que l'air puisse passer justement le long des tiges, voir s'il y a des tiges creuses au travers des tiges éventuellement. Et puis ça peut éviter un peu la prise de glace entre deux, effectivement. Mais c'est important pour ça. D'accord. Et puis sinon, s'il y a pas de mare, s'il y a de point d'eau, apporter un peu d'eau pour les oiseaux, pour qu'ils puissent boire. Sauf, par contre, quand il y a de la neige, les oiseaux peuvent réussir à se désaltérer grâce à la neige. Oui, d'accord, comme les chiens de traîneau. Par exemple. Bien, merci Pascal. On refait une courte pause avec une musique que Laure va nous installer. On rappelle peut-être la question? Oui, on rappelle la question. Alors, puisque si vous voulez avoir votre t-shirt pour pavaner dans vos jardins cet été et votre calendrier qui vous permettra de retrouver tous ces trucs et astuces, eh bien. Rappelez-nous, donnez-nous deux plantes qu'on peut semer en ce moment sous abri. Et puis 2 autres plantes qu'on peut déjà mettre en pleine terre en ce moment. Alors je répète, donc c'est soit 2 plantes qu'on peut mettre en semis ou soit 2 plantes que l'on peut mettre en pleine terre au mois de février. On l'a dit en début d'émission, mais à mon avis les jardiniers doivent savoir ça aussi. Ça coule de source. Voilà, un calendrier et un t-shirt en jeu. Appelez-nous au 03 44 75 30 00. Et je vous rappelle qu'il y a un autre jeu en ce moment qui est sur les ondes. C'est pour gagner des places de Curtis Salgado. De Curtis Salgado. Donc restez à l'écoute sur Radio Puisalène. 2 places de Curtis Salgado au Zicodrome ce week-end. C'est pas rien, c'est un très beau concert et elles sont à gagner sur la station 03 44 75 30 00. À tout de suite. De retour, allô, est-ce qu'on m'entend? De retour sur Puisalène et il est exactement 15h18, il est 15h18 sur Radio Puisalène. C'était chouette ce qu'on a entendu, c'était quoi alors? C'était Curtis Salgado. Voilà, c'était Curtis Salgado et Alors la première personne qui a reconnu la chanson Love Man téléphone tout de suite pour gagner 2 places à son concert au Zicodrome de Compiègne. Excusez-moi. Au Zicodrome de Compiègne, c'est ce week-end. Alors le vendredi 13 février 2015 à partir de 20h30. Ouais, et là les auditeurs, là on vous a tout donné dans les mains parce que je vous signale que on a entendu la superbe chanson Love Man. Il est 15h18, on est en plein dans le créneau du concours. Téléphonez. Il y a 2 places à gagner, 2 places gratuites à gagner pour le concert de Curtis Salgado au Zicodrome de Compiègne, 03 44 75 30 00. En attendant, on va repasser un Curtis Salgado. Non, on rigole, téléphonez au 03 44 75 30 00. Il est encore temps, sinon, on remet les 2 places en jeu. Voilà, on revient avec Pascal, avec les jardins sans mêle sur Radio Puisalène avec le petit jardin de Puisalène et on est sur le mois de janvier, on est le 10, on est bientôt le 14. On a parlé des oiseaux, des nidifications. On a commencé à parler de la biodiversité puisque mine de rien, c'est ce qui va faire une bonne partie du travail du jardinier. Donc là, il faut commencer à réfléchir dessus, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils ont besoin, qu'est-ce qu'ils mangent, qu'est-ce qu'ils se boivent, comment ils fonctionnent et leur donner tous les éléments pour être au mieux dans notre jardin. Donc, Pascal, dis-nous tout. Alors, c'est vrai que tout à l'heure, je parlais aussi de la mare. Voilà un point très important si on veut accueillir quelques animaux, puisque tous les animaux, y compris les insectes, ont besoin de boire. Donc, la mare peut être un refuge pour ça. Et sinon, en été, pensez aussi à des points d'eau. Il n'y a pas qu'en hiver. Vous avez peut-être déjà vu des oiseaux qui adorent venir se baigner. Puis les insectes, pour en venir boire, ont besoin lorsqu'il fait très sec, très chaud. Donc,
Par rapport au nichoir pour des oiseaux, faut pas vous inquiéter. Des fois, on peut être un peu déçu parce que j'ai posé un beau nichoir puis il est pas colonisé, ou alors il est pas colonisé parce qu'on attendait. Mais c'est pas grave, il est colonisé. Donc l'important c'est qu'il accueille effectivement une famille quelle qu'elle soit. Puis ce qui peut être amusant, les nichoirs, c'est de les fabriquer soi-même avec les enfants. On trouve des plans partout maintenant sur Internet. Donc achetez du bois qui peut durer un petit peu, du bois non traité tant qu'à faire. Et puis faites vos nichoirs, faites vos abris à insectes aussi. Alors avec les enfants, ça peut être amusant aussi de fabriquer un abri à insectes. Ah ouais, ça c'est rigolo. Dis-nous comment on fait. Alors on voit beaucoup maintenant un peu la mode des hôtels à insectes. Alors c'est vrai que ça fait un bel objet dans le jardin. Je dirais que c'est un objet décoratif, mais il faut pas s'imaginer qu'il sera forcément colonisé. Parce que on y met un petit peu de tout et on aurait la prétention de faire cohabiter des insectes qui naturellement ne cohabitent pas. Donc ils n'y viendront pas forcément tous, mais ça peut déjà faire un bel objet qui sensibilise également le voisinage. Tiens, il y a une démarche ici, il y a une recherche. Mais un abri à insectes, ça peut être simplement une bûche dans laquelle on va faire quelques petits trous, quelques petites perforations avec une mèche. Donc ça peut aller très vite et vous avez des insectes qui vont venir se réfugier dedans. Alors ça peut être simplement pour passer l'hiver, mais ça peut être aussi pour pondre, puisqu'il y a des abeilles, des guêpes solitaires qui ont besoin de ces petits trous, qui vont venir pondre leur œuf. Il y aura un seul œuf et qui ensuite vont le reboucher avec de la terre. Et ça, on peut l'observer. Ça peut être même dans un mur. Vous pouvez voir un endroit. Tiens, il y a un petit bouchon de terre. Faut surtout pas l'enlever, ce bouchon, parce que derrière il y a une ponte, il y a une larve, et cet insecte qui va naître va être un prédateur dans le jardin pour aller consommer du puceron ou d'autres insectes. Alors, il y a un insecte dont j'aimerais vous parler, c'est le cirfe. Alors, le cirfe, c'est un insecte qu'on repère, mais qui est un peu mal connu parce que la couleur de son corps fait penser à une guêpe, alors que c'est une mouche. Donc, c'est un insecte qui n'a aucune dangerosité pour nous. Très petit. Qui ne risquera pas de nous piquer. Oui. Qui est rayé comme la guêpe. Oui. Par contre, ses ailes, au lieu d'être le long du corps, le long de l'abdomen, vont être presque à angle droit du corps. Alors là, je vois pas. Donc, au lieu de les avoir dans le dos, non, au niveau de l'abdomen, c'est le corps. Presque, pas vraiment perpendiculaires, mais seront assez décalés du corps. Ça fera plus le concorde que les ailes vraiment reposées sur l'abdomen. Ah, d'accord. Donc, tu es en train de nous dire qu'au final, ça part de la partie latérale de l'insecte, les ailes, c'est ça? Voilà, elles sont décollées du corps, alors que si c'était une guêpe, les ailes viendraient se poser au repos sur l'abdomen. Ah, oui, d'accord. Donc, l'abdomen est un peu rayé comme la guêpe. Et puis, si vous regardez la tête, vous pourrez lui dire, t'as de beaux yeux, toi qui ressembles à des yeux de mouche, donc des gros yeux de mouche. T'as eu déjà des contacts particuliers avec les cirfes? Je vais pas vous raconter toute ma vie, mais donc voilà, c'est bien observé pour ne pas confondre cirfe et guêpe, même d'ailleurs si les guêpes peuvent aussi avoir leur utilité. Mais là, les cirfes sont des mouches complètement inoffensives qui ont besoin de pollen pour se nourrir lorsqu'elles sont à l'âge adulte, d'où l'importance aussi de mettre des prairies fleuries, d'avoir des petits espaces de plantes à fleurs qui vont nourrir l'adulte. Mais par contre, la larve, donc qui est un asticot, la larve de cette mouche va se nourrir de pucerons. D'accord. Et la mouche va venir pondre parmi les colonies de pucerons. Et en une nuit, parce que la larve de cirfe va surtout être active la nuit, une larve peut détruire jusqu'à 300 pucerons. Elle est efficace. Hein. Elle va pas forcément toutes les manger tous les pucerons, mais elle peut tuer jusqu'à 300 pucerons. Et en consommation, on estime que pendant son cycle de vie de larve, qui peut être de 3-4 semaines, elle va consommer dans les 700 pucerons. Mais en tuer beaucoup plus. Dis-moi, le cirfe, c'est pas très connu. Là, je suis en train de faire la recherche sur Internet pour savoir un petit peu, avoir une image de ce que tu nous parles, et j'arrive pas à trouver. Donc, c'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment l'insecte par excellence qu'on confond avec la guêpe, alors que c'est une mouche. Et je te dis oui parce que chez moi, on craignait que ce soit des guêpes, et au final, quand on a regardé un peu plus près, elles sont sur un pan naturel, sableux. Qui couvre derrière la roche, et là il y a plein de petits trous et c'est des tout petits insectes. Par contre, j'ai pas regardé les ailes. Rayées, et on pensait que c'était des. Ouais. Je pense que c'est plus des cirfes parce qu'ils sont complètement inoffensifs. Ah oui, les cirfes, c'est à peu près la taille d'une guêpe, mais je pense un peu moins ventru, le corps peut-être un petit peu plus plat. Puis je vous dis surtout que c'est la taille des ailes, pas la taille, mais par contre la position des ailes qui
qui au repos ne viennent pas se mettre sur l'abdomen, ne reposent pas sur l'abdomen, mais sont plutôt écartés. Mais restent en place. Les yeux rappellent vraiment des yeux de mouche. D'accord. Donc l'adulte a besoin de fleurs et c'est une mouche adulte qui va pouvoir hiverner. Et il y a besoin de fleurs donc aussi qui vont fleurir tardivement dans l'année parce qu'elles vont venir se nourrir pour faire leurs réserves pour passer l'hiver. Après, pour passer l'hiver, beaucoup d'insectes vont pouvoir se contenter aussi d'un tas de feuilles, de petites infractuosités dans un mur, d'un petit tas de cailloux, d'un tas de branchages, donc des choses très simples. On n'est pas forcément obligé de se casser la tête, mais accepter effectivement d'avoir un tas de feuilles, d'avoir un tas de branchages, parce que des fois, on a l'obsession, là, il me faut un jardin hyper carré, tendu, carré et au centimètre près. Ouais. Donc c'est vrai que pour la biodiversité, elle a du mal à trouver sa place dans ce genre de concept. Voilà. Et puis faut avoir un petit jardin romantique où il y a plein de choses à observer. Et puis ce qui est important aussi par rapport à la biodiversité, c'est que les animaux ont besoin d'un territoire quand même relativement grand. Donc là encore, les voisins. C'est important de s'entendre avec ses voisins, de dire voilà dans quelle démarche on est, pour que de plus en plus de personnes dans son environnement aient cette même démarche pour que les animaux aient un territoire suffisant pour pouvoir vivre. Parce qu'à la limite, si on n'a pas les abris pour hiverner dans son jardin, ils vont peut-être se trouver dans le jardin du voisin. Oui. Mais par contre, nous, on aura les fleurs qui vont permettre que les insectes viennent se nourrir. Et puis, ils viendront aussi consommer les pucerons dans notre jardin. Donc, une intercommunauté avec les voisins concernant la biodiversité, c'est vraiment un maître mot, mine de rien. Puisque l'insecte, lui, a besoin d'une zone assez grande, même si ce n'est pour faire un brassage de son espèce et pour la reproduction. Oui, pour la reproduction, c'est vrai que souvent on parle de corridor. C'est-à-dire qu'il faut que il peut y avoir votre jardin peut être suffisant pour se nourrir, se reproduire, mais il va être important qu'il y ait des passages faciles vers d'autres territoires pour qu'il puisse y avoir effectivement des rencontres, des brassages, des mariages entre des insectes ou d'autres animaux qui s'étaient développés sur d'autres territoires. C'est très important pour la vigueur des animaux de pouvoir faire ces brassages. Naturellement, vous avez justement des animaux, par exemple les jeunes mâles vont quitter une colonie pour aller rencontrer des femelles d'une autre colonie, pour que ce brassage existe. Donc si le passage n'est pas possible, ces brassages ne vont pas avoir lieu et vous risquez d'avoir un appauvrissement de ces espèces. Je crois que j'avais déjà parlé du hérisson qui a besoin d'un grand territoire. Hein. Un hérisson, son territoire de chasse, c'est 3 à 5 hectares. Il peut parcourir 1 à 2 kilomètres dans une nuit. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas ces passages possibles d'un jardin à l'autre, malheureusement le hérisson il ne peut pas faire son travail. Ou il n'aura pas suffisamment de nourriture. Moi c'est ce qui se passe chez moi où j'ai un hérisson qui à mon avis est arrivé parce que je dois avoir un voisin qui a dû trouver ça mignon un jour, en trouver un petit et l'amener. Mais malheureusement on a un territoire beaucoup trop petit pour qu'il puisse se nourrir, trouver suffisamment de limaces. Et si je veux qu'il vive, je suis obligé de le nourrir. D'ailleurs, je ne vais pas le conserver, ça sert à rien, je vais aller le relâcher. Alors, aussi rappel, si vous avez une mare, n'allez pas chercher des grenouilles, n'allez pas chercher des crapauds. Les batraciens sont protégés, vous n'avez pas le droit de les transporter. Pareil pour le hérisson. Donc moi j'ai envie de le libérer, mais à la limite, il faut que je le fasse clandestinement, et ça serait dommage que je me fasse stopper pour ça. Oui. Mais voilà, chez moi, j'ai un jardin trop petit, je suis quasiment dans les conditions d'un zoo, où je suis obligé de nourrir l'animal. Je trouve que c'est pas viable et c'est pas normal. Et puis en plus, il est tout seul, il va pas pouvoir se reproduire. Oui. Donc c'est pas logique que je le conserve chez moi. Oui, d'accord. Donc retour à la liberté. Voilà. Ok. Du coup, j'en viens à quelle question ? On part dans beaucoup de choses, c'est très intéressant. On est sur la biodiversité. Je me demandais par rapport à cette biodiversité, si on arrive à la faire fructifier dans notre jardin, il se peut qu'on dépasse l'équilibre et qu'on soit submergé de tous ces insectes, animaux, par rapport à nous, notre propre production. Et donc là, c'est un équilibre, j'imagine, qu'il faut avoir entre prédateurs et ceux qui se font manger. Il faut toujours il faut toujours garder à l'œil l'équilibre. Alors c'est vrai que ce qui va se passer si jusqu'ici vous traitiez votre jardin, vous décidez d'arrêter les traitements,
forcément, vous allez avoir un développement des prédateurs. Vous allez dire, oui, c'est bien, hein, moi je veux bien ne pas mettre de produits, mais alors j'ai plus rien dans mon jardin. C'est exactement le discours qui arrive la première année quand on ne sait pas trop quoi faire, comment faire, et surtout qu'on n'a pas... Et ça, c'est normal. Il faut le temps, effectivement, que l'équilibre se mette en place. Tant que vous traitez, s'il n'y a pas de pucerons, les coccinelles, elles n'ont aucune raison de venir puisqu'il n'y a pas à manger. Donc, il va falloir que les pucerons soient là pour que les coccinelles viennent. Donc, effectivement, il y a toujours une phase délicate de transition où il faut accepter qu'on aura peut-être un peu beaucoup de pertes voilà. La première année. Mais l'équilibre va se mettre en place. Et bien sûr, il faut penser aussi à ce qu'il y ait toutes les conditions parce que vous avez des coccinelles qui vont aussi hiverner. Donc, si elles ne peuvent pas hiverner, l'année d'après, ça va mettre plus de temps à ce que les coccinelles plus éloignées arrivent jusqu'à votre jardin. Donc, elles hivernent dans les bûches, dans les bûches où on aurait fait des trous ou des feuilles mortes. Dans des trous d'un mur, des fois dans les volets, on peut en trouver. Voilà, elles vont savoir trouver d'elles-mêmes l'endroit qui leur va le mieux. Donc, il faut leur laisser tous ces espaces qui vont leur permettre d'hiverner et donc d'être là dès le réveil du printemps, dès que la température va augmenter un petit peu. Elles vont être là immédiatement. Alors que si elles n'ont pas pu avoir ces conditions pour être près de chez vous, il va falloir le temps que ces animaux arrivent jusque chez vous. Et puis les prédateurs, pendant ce temps-là, auront peut-être déjà gagné un peu sur votre végétation. Mais il faut savoir que dans un jardin naturel, il faut accepter un certain taux de prédateurs par rapport à nos cultures. Et même quand vous discutez avec des maraîchers bio, ils vont avoir des limaces dans leur culture, alors qu'eux, ils ont quand même un souci économique. Oui, une rentabilité. Oui. Voilà, ils l'acceptent parce qu'ils le savent que cette prédation qui est là n'est pas si importante que ça et n'est pas si embêtante que ça pour la commercialisation de leurs produits. Donc nous, en tant que jardiniers amateurs, franchement, on peut bien accepter cette pression. Oui. Et surtout, on peut même réfléchir à leur donner un peu à manger. En final, on rajoute 2 graines en se disant ces 2 graines, c'est 2 choux pour les limaces. Voilà, tout à fait. Et puis, en sachant que puisqu'on aura attiré ces animaux qui nous embêtent, on va aussi attirer leurs prédateurs et que l'équilibre va venir. D'où l'intérêt aussi de mettre, par exemple, on parlait des capucines pour les pucerons. C'est pas gênant qu'il y ait des capucerons. Des capucerons. Tiens, j'ai créé une nouvelle espèce là. Qu'il y ait des pucerons sur les capucines et ça va attirer les coccinelles qui, elles, vont aller se balader dans tout le jardin s'il y a des pucerons ailleurs. D'accord. Eh bien, très bien. Merci Pascal, encore une fois, pour toutes ces informations. Je rappelle qu'il est important d'être attentif dans son jardin, de la biodiversité, d'éviter d'utiliser des produits... moi je dis chimiques, mais en fin de compte c'est des produits, des produits de synthèse, des produits de synthèse, puisque on doit faire attention à ce que l'on met dans notre sous-sol, puisqu'après il se retrouve dans l'eau et on reprend la chaîne et cette eau, bien généralement on la boit ou on l'utilise. Donc là c'est très important pour le développement durable de notre espèce et exact et pour nos enfants. Voilà, c'était une petite chose que je voulais dire. Oui. Alors aussi par rapport donc aux insectes que l'on veut accueillir dans les jardins pour lutter contre les ravageurs, c'est pas forcément la peine justement d'aller acheter des larves de tel ou tel animal. Ce qu'il faut, c'est créer les conditions favorables pour que ces animaux viennent d'eux-mêmes. Donc là, moi j'ai l'impression d'avoir un jardin riche et puis laisser la nature arriver, mettre des nids pour qu'ils puissent dormir, qu'ils puissent s'abriter et à manger. Et puis alors à boire, j'en reviens là-dessus. Pour faire une mare, on n'a pas de mare, mais on voudrait faire un petit point d'eau pour tout le monde. On peut faire comment ? Là, à ce moment-là, ce sera bien sûr une mare artificielle. Donc généralement, il y a une nécessité de bâcher pour rendre le sol imperméable et que l'eau reste là. On peut très bien alimenter cette mare par l'eau d'une toiture qui est à proximité, sur un petit abri de jardin, par exemple. L'idée, c'est d'alimenter toujours une eau, pour qu'il y ait un petit flux qui arrive, une eau qui part pour justement... Oui, parce que si c'est une mare complètement artificielle, qu'elle n'est pas alimentée par une source, par des résurgences d'eau qui viennent du sol, de toute façon, il y aura une évaporation. Ouais. Donc, si on rapporte pas de l'eau régulièrement,
régulièrement, au final, la mare va s'assécher. Alors, si on apporte l'eau du robinet, c'est une eau là qui est chlorée, donc par rapport à l'équilibre de la mare, c'est pas forcément l'idéal. Et puis, c'est une eau aussi qui est plus fraîche, donc apporter tout d'un coup beaucoup d'eau plus froide et chlorée dans la mare, ça va aussi perturber l'équilibre. Donc, si elle peut être alimentée par une eau de pluie, c'est quand même mieux. Ah oui, d'accord. Donc, une eau de pluie et un contact avec le sol pour qu'il y ait des oligo-éléments qui soient dedans, non ? De toute façon, là, oui, on peut, puis par la végétation qui va se développer, tout ça, il y a un équilibre. C'est pareil, hein, quand on crée une mare, au départ, ça va être un désert. Il faut attendre que l'équilibre se mette en place. Hein, toujours, c'est une question de patience. C'est vrai que la nature n'a pas forcément le rythme effréné que l'on a aujourd'hui dans nos vies, et il faut prendre le temps d'observer et de regarder. Ça peut être intéressant, justement, avec des enfants, de regarder petit à petit cette vie qui va s'installer dans la mare, et c'est merveilleux pour les enfants de voir que tout d'un coup, oh tiens, moi ça m'est arrivé en animation avec des enfants de faire des pêches sur les invertébrés. Alors on dit aux enfants, on va aller à la pêche. Alors ils s'imaginent tout de suite, ouais, on va trouver des poissons. Puis on y va avec un filet. Pourquoi un filet? Pourquoi on ne prend pas une canne à pêche? Parce que tu vas voir, il y a plein de petits animaux qui vivent. Alors on donne un coup des puisettes dans l'eau, puis les enfants ils regardent, il n'y a rien, t'es sûr? Regarde bien, puis on observe, puis d'un coup, ça grouille, il y a plein de petites bêtes. Et voilà, on découvre en même temps avec les enfants toute une vie insoupçonnée. Oui, super comme idée. Eh bien... Alors aussi, sachez qu'au niveau des CPIE, on peut vous conseiller sur la création d'une mare. On a un service qui peut intervenir aussi parce qu'il y a des financements publics qui nous aident pour ça. Et on peut intervenir aussi bien pour une collectivité que pour un particulier. Alors ça peut être pour l'inventaire d'une mare existante, savoir ce qui y vit ou comment on pourrait développer la vie, comment on pourrait l'aménager, ou pour la création d'une mare. Eh bien, je crois qu'avec toutes ces informations, moi, je suis partie pour faire une mare, pour faire des bûches avec des trous pour les insectes, un petit nichoir pour les oiseaux, des boules de graisse pour leur donner à manger, et je vais commencer à planter mes graines. Mais avant non, je les plante pas, je les mets en semis, et je les mets en semis parce que, au mois de février, on peut mettre en semis des des choux-fleurs, des sèmes sous abri, des choux-fleurs, des choux, des brocolis, des navets. Non, je suis en mars. Oui, mais personne ne m'arrête. Pour du chou, c'est possible de faire déjà du semis. Oui, des radis, des carottes, voilà. Bien sûr, du semis uniquement sous abri en ce moment, les semis. Voilà, sous abri. Donc un châssis, si on a une petite serre, mais un châssis, ça peut se bricoler tout bêtement avec une vieille fenêtre. Ouais, donc radis, carottes, tomates, laitue, muflier, pétunia et sauge. Tout ça, c'est dans le calendrier des jardins sans mêle, du réseau des jardins sans mêle. Alors, une dernière chose. Puisque là, on arrive sur un jardin qui est à peu près vivant, où on arrive à maîtriser un petit peu tout ce beau monde pour nourrir tout le monde, aidons-nous. Et bien là, mine de rien, on en a parlé au début de l'émission, les plantes, les fleurs consomment une certaine énergie du sol, et il faut lui redonner d'une saison à une autre, lui redonner des choses dans ce sol. Donc on parlait... on va dire des rotations qui permettaient justement le sol qui se rééquilibre d'une saison à une autre, et puis un carré, on mange beaucoup de je pense aux salades, on mange beaucoup d'azote, voilà. Et puis les salades on les met ailleurs, et puis sur cette zone où il y a maintenant où il y a plus trop d'azote, on va mettre des choux. Si j'ai bien compris ma leçon. Si on veut apporter de l'azote, on peut mettre du pois du pois ou des haricots. Voilà. Les pois et les haricots, ça fait partie d'une famille qu'on appelle, plus peut-être en termes de jardinier, les légumineuses. Ce sont des plantes qui s'associent aux bactéries et qui, dans leurs racines, ont des petits nœuds, ce qu'on appelle des nodosités. Il faut avoir la curiosité de regarder ça aussi, dans les racines du trèfle aussi. Et dans ces petits nœuds, il y a des bactéries qui sont associées à la racine de la plante, et ça va capter l'azote de l'air et enrichir le sol en azote. Voilà, donc on peut mettre des pois ou des haricots sur cette zone, et au final, on a fait un petit peu notre micmac par rapport au sol. Mais des fois, on se loupe. Et là, j'ai ma question qui arrive derrière. Quel est le type d'éléments que l'on peut utiliser pour booster une zone sans passer par les éléments chimiques ?
Je dirais la recette idéale, c'est l'apport de matière organique. Le sol a besoin d'un apport de matière organique. Alors qu'est-ce que c'est que ces matières organiques? C'est tout simplement nos déchets de cuisine, les épluchures, c'est du fumier. Est-ce qu'on peut tout mettre? Des tontes de gazon. Alors oui, en termes de végétaux, oui. À la limite, on met toujours plus de côté, on évite tout ce qui va être viande, plus parce que ça peut attirer des rongeurs, des rats. Mais en final, au niveau de la décomposition, il s'intègre aussi bien dans le compost. Oui, moi j'ai vu dans la Somme un collège qui justement recycle comme ça ces déchets de cantine en les mélangeant à du broyat de bois, parce que si on justement là on veut parler de compost, il faut toujours avoir un mélange de matière fraîche et de matière sèche, parce que si par exemple vous avez peut-être déjà essayé de composter uniquement de la tonte de gazon, ça marche pas. Vous allez avoir un purin immonde qui sent mauvais et qui ne vous apportera pas quelque chose d'intéressant, parce que c'est trop frais, c'est trop humide, et donc ça se met à pourrir et on n'a pas les bonnes bactéries qui se développent. Il va y avoir beaucoup d'azote. Oui. Parce que le compost, pour bien se faire, il faut aussi qu'il soit aéré, oxygéné, pour que ce soit les bonnes bactéries et qu'il y ait des insectes aussi qui puissent se développer. Donc, un bon compost, c'est 2/3 de matière fraîche, donc ça peut être des épluchures de légumes, de la tonte de gazon, et 1/3 de matière sèche. Donc là, ça peut être, par exemple, quand on a taillé les arbres, broyer ces branchages. Et là, si vous respectez cette recette et en mélangeant, en incorporant régulièrement matière fraîche, matière sèche, la matière sèche, ça peut être aussi du carton, ça peut être les boîtes d'œufs dont on parlait aussi tout à l'heure. Là, sans le papier imprimé. Voilà, éviter qu'il y ait trop d'encre. Bon, il peut y en avoir un petit peu d'imprimé, mais effectivement, éviter du carton trop imprimé. Alors, un moyen, alors là, vous allez dire, bah oui, bah rien, ça va m'encombrer mon jardin. Pour se faciliter, ça peut être bien d'avoir 3 composteurs. Parce que ça permet, par exemple, au centre, de stocker tout ce qui va être la matière sèche, par exemple, parce que c'est vrai que tout ce qui va être feuilles en automne, ça va être à certaines périodes de l'année qu'on va l'avoir, oui. Mais on en aura besoin tout au long de l'année pour incorporer dans son compost. Donc, si on met de la matière sèche au centre, un composteur de chaque côté, on commence par remplir un premier composteur avec donc cette alternance où on va mettre 2/3 de matière sèche à 1/3 de matière humide. Je me suis trompé dans mes proportions, hein, c'est bien 2/3 de matière fraîche. Ah, d'accord. 1/3 de matière sèche. Donc on va mettre tout ce qu'on peut mettre, de la tonte de gazon, des épluchures, puis on incorpore donc un peu de broyat. Donc 2/3 de matière fraîche et 1/3 de matière sèche. Okay. Et puis une fois que ce composteur est plein, oui. On peut laisser mûrir ce compost-là et puis remplir l'autre compost en alternant toujours 2/3 de matière fraîche, humide, et puis 1/3 de matière sèche. Ok. Bon, ça c'est l'idéal quand on a la place, si on peut mettre. Ça c'est un peu, d'accord. Ça c'est un peu notre propre compost qu'on met en place. Et ainsi, on apporte après la matière organique dans le sol, qui va continuer à se décomposer, qui va nourrir les animaux qui sont dans le sol, qui va aussi permettre d'avoir un bon équilibre, parce que quand on entend aujourd'hui beaucoup de problèmes de coulées de boue quand il y a des fortes pluies, oui. Ça vient notamment du fait qu'on ne met plus assez de matière organique dans les sols. Parce les racines aussi, il y a aussi. Manque de racines, mais aussi la matière organique, parce que la matière organique permet de maintenir ce qu'on appelle le complexe argilo-humique qu'il y a dans le sol. L'humus ? C'est-à-dire que l'argile du sol, donc l'élément minéral du sol, et l'humus qu'on apporte font un agrégat avec des charges électriques. Il y a des charges positives, des charges négatives, donc à une échelle microscopique. Oui, c'est vrai. Qui permettent que déjà la Terre puisse se lier, se maintenir. Ouais. Si on n'entretient pas ce complexe argilo-humique, lorsque vous avez des fortes pluies, la terre n'est pas capable de bien se maintenir, et c'est comme ça que vous pouvez avoir des coulées de boue. Bien sûr, le système racinaire des plantes aide aussi au maintien. D'accord. Donc, on n'a que ça comme type de booster ? La matière organique, oui. Matière organique, ouais. Donc on a le compost, ok. Alors cette matière organique, elle peut être apportée sous forme de compost, sous forme de paillage qui va rester à la surface du sol. Ça peut être les engrais verts aussi. Et là, en ce moment, c'est la période où on peut justement broyer des engrais verts qu'on avait laissés en place. Donc ça peut être la facélie, ça peut être de la moutarde. Il y a différentes plantes que
on peut cultiver, qu'on va mettre. L'intérêt des engrais verts, c'est que on a une culture qui reste en place sur le sol pendant l'hiver, donc ça protège le sol. Ouais. Et puis là, en ce moment, on peut déjà commencer à le broyer pour l'incorporer, ça va se décomposer et ça va apporter de la nourriture dans le sol. Donc là, on le met dans le compost. Non, là à l'endroit même où ça a été cultivé, on va le broyer et l'incorporer au sol. Un moyen de broyer l'engrais vert, ça peut être des fois de passer simplement un coup de tondeuse dessus pour le hacher. Ah oui. Ok. Donc ça, tout ce qui va être apport de matière organique, sous forme de compost, sous forme de paillage, sous forme d'engrais vert, c'est important pour entretenir la vie du sol. Très bien. Je pense aux orties, ils ne poussent pas trop en ce moment. Donc ça, c'est un engrais qui est pour une saison particulière, l'ortie ? Alors, l'ortie peut servir à différentes choses. Ça peut être un insecticide, ça peut être un engrais. Certaines personnes disent désherbant, ou alors peut-être à forte dose, mais on risque de faire tout dégager. Donc, j'irais plus effectivement engrais pour booster aussi, parce que c'est très riche en azote. Donc pour au démarrage d'une végétation, toute plante, même celles qui ne sont pas faites pour produire du vert comme de la laitue, au démarrage, ça peut être bon d'apporter de l'azote pour donner un petit coup de fouet. Donc un purin d'ortie au départ d'une plantation peut être intéressant. Ou même aussi quand on a apporté un paillage, parce que le paillis, il y a des champignons qui vont se développer dans le paillage pour le dégrader. C'est bon ça pour le jardin ? Très bon, oui. Okay. Mais ces champignons consomment de l'azote. Ah, ok. Et alors c'est vrai que des fois on lit le paillage consomme de l'azote. En vérité, ce sont les champignons qui dégradent le paillage qui consomment l'azote. Donc au début d'une végétation, ça peut être intéressant d'apporter un peu d'azote parce que là il y a une concurrence entre le champignon et la plante qui elle aussi a besoin d'azote. Voilà. Donc oui, un petit apport supplémentaire avec l'ortie. Alors tu sais que l'ortie, Pascal, on peut aussi faire du sirop d'ortie. C'est très bon aussi pour nous, pour l'humain. C'est pas trop dans nos mœurs actuelles, mais bon, ça revient. On redécouvre cette plante et dans le jardin, mais aussi dans la partie culinaire, puisqu'on peut faire aussi des beignets d'ortie. On peut faire des tartes à l'ortie. Et moi, j'y ai goûté et c'est très 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 bon et c'est très riche en éléments minéraux. Voilà. Oui, j'ai déjà fait aussi des tourtes à l'ortie. Donc oui, ça se cuisine très bien. Tu me fais plaisir. De même, c'était donné souvent, par exemple, quand il y avait des couvées, notamment pour les canetons, pour les booster aussi au départ, on leur donnait une pâtée avec de l'ortie. Avec de l'ortie. Ouais. Donc on dit tout est bon dans le cochon. J'ai pas trouvé la rime pour l'ortie, mais effectivement tout est bon aussi dans l'ortie, parce que dans certains cas, on utilisait aussi la fibre de l'ortie pour être tissée, pour faire du tissu à partir de la fibre d'ortie. Donc on peut faire des purins, on peut la cuisiner, on peut la donner au caneton, on peut faire des vêtements. Effectivement, c'est une plante très très intéressante et qui est intéressante dans le jardin aussi pour l'accueil de la biodiversité, notamment l'accueil de certains papillons. Il est 15h52, on va se faire une pause musicale, histoire de reposer un petit peu tout ça, et on se retrouve juste après, et là on parlera des prochaines dates du réseau des Jardins sans mêle. À tout de suite. C'est Gladys que vous avez écouté aujourd'hui, puisque Edwige est en Espagne, et bien j'espère que Pascal, qui fait partie des réseaux des Jardins sans mêle, j'espère que Pascal, t'as passé 2 heures sympathiques avec moi, et que j'ai pu durant ces 2 heures être à la hauteur des petits jardins de Puisalène en apportant surtout toutes mes questions concernant la biodiversité, concernant les niches des insectes, des oiseaux, comment arriver à partir de février à mettre en place un futur jardin. Et on a fait un petit peu le tour de ce qu'il faut savoir pour l'année, pour bien se préparer. Je pense qu'on va passer aux dates. Oui, 2 heures déjà, tu es sûr ? Quasiment. Oh, mon Dieu, comme ça passe toujours vite avec vous, c'est tellement sympathique. Et puis il y a tellement de choses à dire sur les jardins, sur la biodiversité. Alors justement, ce samedi 14 février, à Béthisy-Saint-Pierre le matin pour 9h, il y a un atelier pratique dans un jardin sur comment accueillir la biodiversité dans son jardin, donc sur la commune de Béthisy-Saint-Pierre. Pour plus de renseignements, vous appelez le 03 23 80 03 02, parce que c'est sur inscription les ateliers, tout simplement parce que pour une qualité donc appelez le 03 23 80
0302 pour vous inscrire à cet atelier de Béthisy Saint-Pierre sur accueillir la biodiversité dans son jardin ce samedi 14 février. Et l'après-midi, il y aura aussi un atelier cette fois-ci à Verberie et c'est aussi un thème dont on vient de parler, c'est comment nourrir, enrichir et protéger sa terre, donc avec l'apport de matière organique. Bah t'es pas loin, Béthisy Saint-Pierre, Verberie, vous êtes pas loin. Donc là, tu fais toute une journée en dessous de Compiègne. C'est ça. Alors et puis vendredi, donc le 13. Moi, je suis pas superstitieux. Vendredi 13, ça ne me gêne pas. Moi non plus. Eh bien, il y a comment préparer son jardin pour le printemps, dis donc. D'accord. Ça rejoint aussi un peu ce dont on vient de parler. Oui. Là, c'est une soirée, donc il n'y a pas besoin d'inscription. C'est une soirée à Guiscard. Oui. Donc sur le territoire du Noyonnais. Donc à Guiscard, ce vendredi 13 février à 18h30, au pavillon du château. Soirée, toujours comme les ateliers, c'est gratuit. C'est convivial, il y a toujours un petit truc à boire, un petit truc à grignoter. On privilégie toujours des produits locaux. Ah, super. Donc toutes ces activités que je vous propose, c'est toujours gratuit. Simplement les ateliers, il faut s'inscrire. Donc soirée à Guiscard, ce vendredi 13 à 18h30, dans le pavillon du château. Pas besoin de s'inscrire, vous venez si vous en avez envie, venez avec vos amis. Et puis un rendez-vous un peu plus loin, ce sera le 7 mars à Gury, dans les environs de Resson-sur-Mar. Donc là, ça sera sur apprenez à tailler vos arbres fruitiers. Un atelier. Donc là, inscription toujours au 03 23 80 0302. Ah, ça fait beaucoup de numéros de téléphone. Oh, c'est toujours le même. Ah, c'est toujours le même. Je ne donne qu'un seul numéro. C'est le numéro de notre union régionale des centres permanents d'initiative pour l'environnement. Ok, donc le même numéro. Ah oui, le 03 23 80 03 02. Vous pouvez avoir tous ces renseignements sur Internet en tapant les jardins sans mêle et c'est sans mêle en un seul mot. Il s'en mêle. Voilà, avec l'URCPIE de Picardie qui parraine ces actions. Il n'y a pas que, il y a aussi... Oui, on fait plus que parrainer. Nous, en fait, nous sommes vraiment les acteurs, les porteurs du projet. D'accord. Et puis, il y a des collectivités, des organismes qui nous aident pour pouvoir proposer justement ces soirées, ces ateliers gratuitement. Donc, l'Agence de l'eau Seine-Normandie, le Conseil régional de Picardie et les conseils généraux qui nous soutiennent pour pouvoir venir près de chez vous et pour qu'on échange, puisque comme je vous le disais tout à l'heure, l'intérêt aussi, c'est que vous aussi, au cours de ces soirées, de ces ateliers, vous nous apportez vos propres expériences. Voilà, l'intérêt c'est d'échanger. Rappelle-moi les lieux. On a Béthisy Saint-Pierre, on a Verberie. C'est ce samedi. Voilà, on a Guiscard. Et dès vendredi soir, je vous propose qu'on se retrouve à 18h30 à Guiscard, dans le pavillon du château. Donc là, c'est une soirée. Vous venez librement, pas besoin de s'inscrire. C'est comment préparer son jardin pour le printemps. Ok. On va un peu plus loin ou tu reviens à la radio pour nous donner les prochaines dates? Alors, je ne sais pas exactement quand on se voit au mois de mars, mais donc le 7 mars, sinon à Gury, dans les environs de Resson-sur-Mar. Donc là, c'est à nouveau un atelier, inscription obligatoire. Apprenez à tailler vos arbres fruitiers. Donc toujours pareil, pour plus de renseignements, 03 23 80 0302. Alors oui, c'est vrai, si on veut aller encore plus loin, le 14 mars, donc là... Il n'a pas appris son texte par cœur, il ne connaît pas cette date. En fait, on a, si mes souvenirs sont bons, 175 dates. Donc c'est vrai, excusez-moi, je n'ai pas tout retenu. Non, ça se comprend. On te pardonne. Alors le 14 mars, donc effectivement, là on retrouve le thème comment nourrir, enrichir et protéger votre terre, mais cette fois-ci sous forme d'atelier dans un jardin. Oui. Donc c'est un thème qu'on a en soirée, mais aussi en atelier. D'accord. Donc à 14h à Guiscard. Donc vous voyez, à Guiscard, il se passe beaucoup de choses, aussi bien en soirée qu'en atelier. Voilà, il y a déjà 2 rendez-vous sur Guiscard. Et puis après, il y a un peu plus loin, il y a le 17 mars, c'est à Noyon, il y a Carlepont le 21 mars, Babeuf le 11 avril, Maucourt le 18 avril, Mondécourt le 16 mai, et il y en a encore plein d'autres. Si vous êtes intéressé, eh bien déjà à la mairie, il y a des informations qui peuvent vous mettre sur la voie. Allez sur internet le réseau des jardins sans mêle et puis vous rapprochez-vous et vous allez trouver autour de chez vous un atelier, une soirée qui va être dédiée à ça. Voilà, et puis n'hésitez pas donc à appeler au 03 23 80 0302. Vous dites voilà, je suis sur tel secteur de la Picardie, qu'est-ce qui se passe près de chez moi? Et on vous le dira de bon cœur.
Merci encore une fois Pascal et on va se quitter maintenant, même si on n'en a pas envie ni toi ni moi, puisqu'on parlerait en des heures et des heures du jardin, mais là il va bien falloir couper et puis laisser l'antenne. On se retrouve le mois prochain je pense, mais là ça sera Edwige qui reprendra les rênes du petit jardin de Puysalène. Et puis une dernière question, est-ce qu'on a fait le tour de ce que tu voulais dire aujourd'hui? Oui, par rapport à ce que je voulais aborder aujourd'hui, oui. Par contre, effectivement, on est loin d'avoir fait le tour. Mais retrouvons-nous donc ce vendredi 13 à Guiscard, 18h30, pour une superbe soirée autour de la préparation du jardin pour le printemps. Et voilà, et c'est ça qu'il voulait nous dire et qui n'a pas tout dit, mais on se retrouve à Guiscard, donc à 18h30. Merci Laure pour la technique. Salut, à bientôt chers auditeurs. Au revoir.